communication de cette début d'après-midi par Pauline Chauvet de Clermont-Ferrand, on continue notre Tour de France, sur mise au point d'un modèle expérimental de tumeur en chirurgie laparoscopique et évaluation de l'intérêt de l'utilisation d'un système de réalité augmentée dans une chirurgie de résection tumorale. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter les résultats de ce travail que nous avons réalisé en partenariat avec le service de chirurgie gynécologique et le laboratoire, l'unité ISIT, le laboratoire partenaire du service. Donc pour commencer, qu'est-ce que la réalité augmentée? Donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'actuellement vous savez tous ce qu'est la réalité augmentée, donc que vous soyez accro aux applications de votre téléphone portable ou fan de Pokémon Go. Maintenant je crois que la réalité augmentée fait partie de notre quotidien. Donc concrètement, c'est l'utilisation de systèmes informatiques qui nous permet de greffer des images 2D ou 3D sur la vision que nous avons de la réalité, et ceci en temps réel. Les applications dans le domaine médical se développent de plus en plus, et donc nous, dans notre travail, nous avions deux objectifs. Le premier objectif, c'était de développer la création d'un modèle de pseudotumeur chez l'animal, utilisable en chirurgie laparoscopique. Et le deuxième objectif, c'était donc d'évaluer le système de réalité augmentée qui a été développé par notre laboratoire en utilisant ce modèle. Et tout ceci pour essayer de répondre à cette question: est-ce que l'utilisation de la réalité augmentée apporte une aide aux chirurgiens? Donc en pratique, la première étape, en fait, on a fait un petit peu la revue de la littérature pour voir ce qui avait été utilisé comme matériel pour pouvoir créer des fausses tumeurs chez l'animal. Donc on a commencé par essayer d'utiliser du silicone, qui était en fait beaucoup trop difficile à utiliser car trop épais. Ensuite on a essayé de la résine de polyuréthane, ça ne marchait pas non plus. Au final, le modèle qu'on a trouvé comme étant le plus adapté, c'était l'alginate. Donc en fait c'est une sorte de plâtre extrêmement facile à utiliser, puisqu'il suffit de mélanger un petit peu de poudre avec de l'eau. En fait ça forme une substance assez liquide, qu'on pouvait donc injecter dans des reins porcins, qui était le modèle qu'on a utilisé dans ce travail. Donc l'injection se faisait en fait à l'aide de seringues et d'aiguilles dans les reins ex vivo, sachant que l'objectif était de créer environ 2 ou 3 tumeurs par rein. L'objectif, c'était que ce soit des tumeurs de petite taille, puisqu'elles faisaient moins d'1 centimètre, et que évidemment elles ne soient pas visibles à la surface de l'organe. Alors vous allez me dire, pourquoi des reins pour une gynécologue? On a choisi d'utiliser ce modèle puisque dans le centre d'entraînement de chirurgie de la ville de Clermont-Ferrand, le modèle qui est utilisé pour le training des internes régulièrement, c'est en fait un modèle de néphrectomie sur les cochons, et du coup on avait régulièrement des reins un petit peu à disposition, donc ça nous a permis de faire passer le protocole assez facilement dans tout ce qui est CPP de recherche animale, puisqu'on n'a pas utilisé d'animaux supplémentaires. Donc ensuite, après avoir eu nos reins avec leurs petites tumeurs, comment fonctionne à proprement parler notre logiciel de réalité augmentée? Donc il fonctionne selon 3 phases. La première phase, c'est la phase de segmentation. Donc on a passé les reins à l'IRM avec des séquences IRM classiques T1 et T2. On a obtenu des images IRM comme vous pouvez voir sur les images en dessous. Ensuite, on a effectué la segmentation, c'est-à-dire en fait le contourage à la fois des reins et des tumeurs situées à l'intérieur des reins, qui nous ont permis d'obtenir le modèle 3D préopératoire des reins et des tumeurs. La deuxième étape, c'est la création du modèle intraopératoire. Donc, au cours de cette étape, qui est probablement la plus importante, et celle qui est en plus un petit peu particulière à notre logiciel, en fait, c'est qu'on a en quelque sorte appris au logiciel à lire directement l'image célioscopique, puisque le logiciel en paire opératoire prend des photos et des images du rein et arrive à reconstruire un modèle 3D paire opératoire. Et enfin, la dernière étape, la fusion des 2 étapes précédentes, qui nous permet d'obtenir cette image qu'on appelle l'image augmentée, où donc vous voyez le rein et sa vision célioscopique standard, et le rein est presque comme à moitié transparent, et on peut voir à l'intérieur la localisation des tumeurs précédemment créées. Donc dans ce travail, après la mise au point du modèle, nous avons utilisé donc 24 reins qui contenaient au total 62 tumeurs. On a randomisé en fait les tumeurs en 2 groupes. Le groupe avec réalité augmentée qui contenait 12 reins, donc 29 tumeurs, et le groupe sans réalité augmentée, 12 reins également, avec 33 tumeurs. L'objectif de la procédure chirurgicale, c'était de réaliser une tumorectomie cylindrique de rein
pour emmener la tumeur. Et là, on a voulu s'inspirer un petit peu d'un modèle oncologique. Donc l'objectif, c'était d'enlever la tumeur et des marges de résection de tissus sains autour de chaque tumeur. Au niveau matériel, on a utilisé du matériel standard célioscopique, comme celui qu'on utilise au bloc opératoire tous les jours, donc avec, comme vous voyez sur cette image, une colonne de célio standard. Les reins étaient placés dans des pelvic trainers, des boîtes d'entraînement en fait chirurgicaux, et les instruments qui étaient utilisés étaient des instruments classiques, de même que la caméra de célioscopie, l'optique, enfin, c'est du matériel que l'on utilise tous les jours. Dans le groupe avec réalité augmentée, donc on utilisait des images augmentées, et dans le groupe sans réalité augmentée, on avait simplement accès à l'IRM préopératoire pour nous permettre de localiser les tumeurs. Ça ne défile pas. Donc là, vous voyez sur cette image, l'image augmentée. On commence à faire le repérage en fait, de la zone où on va faire la résection. Alors bien sûr, le seul défaut du logiciel, c'est qu'il arrive à reconnaître l'organe d'intérêt grâce à sa texture et à sa couleur. Par contre, une fois qu'il devient un peu trop déformé au moment de la procédure chirurgicale, il ne reconnaît plus. Mais par contre, il nous a permis de faire la reconnaissance exacte de la zone qu'on voulait réséquer. Donc ensuite, bon, c'est très accéléré, hein. On prenait nos repères, on effectuait vraiment le début de la dissection, ensuite on finissait par enlever le système et finir de faire la résection tumorale. Donc au total, dans les reins qu'on a segmentés et les tumeurs, on a comparé dans les deux groupes, et donc vous voyez que les reins mesuraient en moyenne 75 mm, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Les tumeurs mesuraient en moyenne 1000 mm. Il n'y avait pas non plus de différence entre les deux groupes. On a fait des analyses de volume également qui ne retrouvaient pas non plus de différence significative. Et ensuite, nous avons réalisé des analyses anatomopathologiques de toutes les pièces de résection. Donc des analyses macroscopiques et des analyses de lames. Donc, comme vous voyez ici, on voit représenter une lame en fait, réalisée sur une pièce chirurgicale. Et en fait, ce qui est délimité là, par les flèches rouges, c'est une tumeur. Et on voit bien qu'elle n'a pas du tout le même aspect que le tissu parenchymateux qui est à côté. Notre critère d'évaluation principal, c'était de savoir si on considérait que la résection chirurgicale était faite de façon satisfaisante, c'est-à-dire avec des marges de résection qui entouraient la tumeur de tous les côtés. Et à l'inverse, quand il y avait ce qu'on appelle des marges contact, donc en fait qu'au niveau chirurgical, on était passé au contact de la tumeur, on considérait que c'était un événement défavorable. Au total, dans notre groupe, avec l'utilisation du logiciel de réalité augmentée, sur 29 tumeurs, on a eu 4 tumeurs avec une marge contact, donc soit 13,8%. Et dans le groupe sans réalité augmentée, on a eu 10 tumeurs avec au moins une marge contact. Et encore pire, dans 4 cas de tumorectomie, on n'a même pas retrouvé la tumeur à l'intérieur de notre pièce chirurgicale. Ce qui fait au total 42,4% de résection pas du tout satisfaisante. Donc c'est ce qui est représenté sur le graphique où on voit bien que dans le groupe qui n'utilise pas la réalité augmentée, on a beaucoup moins de résection satisfaisante. Donc oui, dans ce travail, on a pu montrer que la réalité augmentée améliore la précision chirurgicale. Dans ce travail, en plus de ce protocole, on a vraiment cherché à essayer d'améliorer notre logiciel, donc en utilisant ces fameuses marges de résection de 5 mm autour de chaque tumeur. On a aussi mis en place le système que vous voyez sur l'image du bas, c'est-à-dire des repères présents à la surface du rein. Vraiment, c'était l'aide ultime pour le chirurgien, c'est-à-dire que ça nous montrait exactement au chirurgien la zone à inciser pour pouvoir faire la résection de façon satisfaisante. Pour ce travail, donc, ça s'appelle la projection orthographique des tumeurs. On a travaillé, donc, vous voyez, sur plusieurs modèles, on va dire, esthétiques, avec différents essais de couleurs, de flèches. Et surtout, on a mis au point ce système. Donc, c'est le Full Port Projection, c'est-à-dire que c'est le système qui nous permet de montrer exactement la zone à inciser pour réaliser la résection, en prenant en compte, en fait, la différence d'angle entre le laparoscope et l'angle d'arrivée de l'instrument qui va faire la résection. Donc voilà, au total, ce travail nous permet de montrer que la réalité augmentée en chirurgie laparoscopique améliore la précision chirurgicale, même pour des petites tumeurs, puisque dans notre cas précis, elle faisait moins d'1 cm, puisque la taille moyenne était de 8 mm. Donc ce travail nous a permis de faire une publication dans Surgical Endoscopy, mais surtout de continuer. Alors je vais avoir le même problème pour les films, je sens. Ah non, ça marche.
de continuer en fait dans le service différents projets, puisqu'on a fait depuis plusieurs essais au bloc opératoire que vous voyez ici sur la vidéo, enfin sur les deux vidéos du haut. Donc c'est au bloc opératoire dans le service, où on a fait plusieurs essais déjà qui ont été publiés également. Et là, on est en train de mettre en place un protocole, une vraie étude de faisabilité en fait sur des patientes, où on va avoir deux groupes de patientes. Un groupe avec des myomectomies et un groupe avec des hystérectomies cystoscopiques chez des patientes qui auront toutes eu une IRM en préopératoire et pour lesquelles on va évaluer la faisabilité au bloc opératoire, sachant que notre système, vu que le recalage en fait est fait parce que le logiciel reconnaît la surface et la texture de l'organe, l'utérus qui est un organe qui est mobile et surtout qu'au bloc opératoire on met une cannulation dans l'utérus parce qu'on a besoin de pouvoir le mobiliser. Et bien en fait, notre logiciel arrive à suivre l'utérus même pendant les mouvements préopératoires et donc à être complètement adapté au modèle. Et là, on est en train de commencer les inclusions de nos patientes pour ce protocole en clinique. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce travail. Merci, vraiment un super travail, quelque chose qui apparaît très concret. Alors vous avez pris l'exemple du rein qui nous intéresse beaucoup, urologue. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on va encore réséquer les petites tumeurs du rein dans quelques années, parce qu'on commence maintenant à les traiter par radiofréquence ou par cryothérapie. Donc finalement, ce créneau de petites tumeurs difficiles à voir, ce sera peut-être fait par imagerie scanner. Donc c'est vrai que moi c'est intéressant d'avoir un système de localisation, peut-être pour d'autres organes, comme pour l'utérus. Pour nous, en pratique clinique, c'est sûr que c'est intéressant. Pour des fois des utérus déformés par plusieurs myomes, alors c'est sûr que le gros myome qu'on voit qui bombe sous la paroi de l'utérus, lui il est facile à voir, mais des fois il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à visualiser. Donc là, ça nous apporte une vraie aide. Et aussi, là, on est en train de travailler dans le protocole qu'on met en place sur la segmentation aussi des artères utérines et des uretères. Ce qui là, chez des patientes par exemple multi-opérées ou pour des nodules d'endométriose où l'anatomie est quand même très remaniée, là, ça nous apporte une vraie aide. Et là, voir apparaître les vaisseaux qu'on veut traiter en début d'intervention, c'est royal. Est-ce que vous ne paraîtrait pas logique d'essayer de faire une comparaison avec les nouvelles techniques d'ultrasonographie 3D préopératoire, qui est quand même une technique aussi. Alors malheureusement pour le moment, effectivement, les instruments qu'on a en endoscopie sont un peu petits, mais moi j'ai vu récemment des communications sur le futur de l'échographie, enfin des ultrasons en 3D qui ont actuellement des algorithmes tellement puissants et qu'on peut arriver à des images qui sont tout à fait performantes et qui, à ce moment-là, sont peut-être utilisables en préopératoire. Quelle est votre opinion? Oui, je pense, en plus, nous, en gynécologie, on utilise beaucoup l'échographie. Et c'est sûr qu'on pourrait se servir de ces images-là à la place de l'IRM pour des... C'est sûrement ce qui sera en compétition pour l'avenir. C'est sûr. Alors, votre modèle est pour les organes pleins, mais alors nous, on a un problème avec les polypes digestifs. Parfois, on fait encore les colectomies pour des polypes qui nous posent des problèmes de repérage, qui ont parfois des graves conséquences, qui posent des vrais problèmes. Est-ce que vous pensez que ce modèle pourrait être adaptable à des organes creux? Alors, j'ai un de mes collègues là, qui est chef de clinique en gastro-entérologie, qui a fait son Master 2 un peu décalé par rapport à moi, mais je sais qu'il a travaillé là-dessus. Donc, je pense qu'il n'a pas fini, donc je ne peux pas vous dire pour l'instant. C'est peut-être plus compliqué. Mais je sais que son modèle, en tout cas, c'était de travailler là-dessus sur des modèles de reconstruction des polypes, et notamment pour voir la profondeur au moment de la réalisation des endoscopies. Alors, je ne sais pas les résultats, mais je sais qu'il a travaillé là-dessus, avec le même laboratoire. Jacques Hubert. Moi, je suis urologue également, je fais pas mal de néphrectomie partielle, donc ça m'intéresse beaucoup. On se crée preneur d'un système qui nous permet de repérer des tumeurs qui sont endophytiques, c'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement pas en surface pour pouvoir les repérer, et deuxièmement pour repérer jusqu'à quelle profondeur aller, jusqu'où aller, pour être sûr d'avoir retiré la totalité du processus néoplasique. La question que je me pose, c'est l'histoire du recalage, parce qu'actuellement on travaille avec des images qui sont faites sur scanner, patient décubitus dorsal avec un ventre non gonflé. Dès qu'on met le patient en décubitus latéral et qu'on fait un pneumo péritoine, l'anatomie bouge.
elle se modifie. Elle se modifie encore plus dès qu'on va toucher au rein. Donc, est-ce que votre logiciel est capable de s'adapter au mouvement du rein? Et deuxième question, c'est que là, vous travaillez sur des organes ex situ. Là, dans la vraie vie, on a entre 3 mm et 4 cm de graisse autour du rein. Donc, aller demander au logiciel qui refait un repérage optique de savoir où est le rein, ça va être un petit peu délicat. Il faut trouver d'autres systèmes pour pouvoir faire le recalage. Donc l'histoire de l'utérus me paraît beaucoup plus séduisante, en tout cas dans votre spécialité, puisque l'organe est quand même beaucoup plus visible qu'un rein rétropéritonéal. Alors, ce qui est sûr, c'est que la mobilité de l'organe n'est pas un problème, parce que vu que le logiciel fonctionne en reconnaissant en fait la surface et la texture de l'organe, là, nous, quand on fait des essais au bloc opératoire avec l'utérus qui est cannulé, on bouge l'utérus d'un côté et de l'autre du pelvis et le recalage suit dans tous les sens. Hein. Donc ça, c'est sûr. Après, le défaut, c'est que la reconnaissance, elle est faite là-dessus, justement, sur la texture. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, par exemple, sur les modèles de myomectomie, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on va inciser exactement. Donc, on repère en faisant des petits traits bipolaires, on va inciser ici, parce que par contre, quand on commence l'intervention et qu'on ouvre l'utérus, là, ça ne marche plus parce que la texture n'est plus la même. Donc, la mobilité de l'organe n'est pas un problème. La déformation à minima, non. Par contre, c'est sûr que si l'organe, quand vous faites le recalage et après, quand on commence à opérer, il change complètement de forme, là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ouais, il faut qu'il puisse être vraiment visualisé en totalité. Voilà. Ce qui est vraiment idéal pour vous, alors que pour nous, sur le rein, ça reste problématique. Après, nous, on n'est pas. Enfin, le pneumopéritoine, sur les IRM pelviennes, les patientes sont en décubitus dorsal, elles sont en position gynécologique au bloc, mais dans le pelvis, ça ne change pas grand-chose. Le pneumopéritoine ne change pas vraiment ça. Après, quand on bouge beaucoup l'utérus, sur les artères utérines, ça change un petit peu, donc des fois, on voit que c'est un petit peu décalé, mais sur l'utérus en lui-même, ça change rien. Enfin, ça ne nous gêne pas dans le recalage. Donc vous brancherez bientôt un robot dessus et vous fera l'opération tout seul. Non, parce que je veux continuer à travailler. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Et en pratique, les ingénieurs du laboratoire sont dans le bloc avec nous. En fait, quand on prévoit le bloc à l'avance, ils viennent, ils sont dans un petit coin de la salle avec leur ordinateur. Nous, on commence l'intervention. Ils nous disent, vas-y, on fait des images de l'utérus. Donc il y a 5-6 points de vue. Et après, eux, ils mettent 1 ou 2 minutes à peu près à faire la reconstruction. Et en fait, on a calculé pour l'instant sur les essais qu'on a fait au bloc, ça nous ajoute 3 ou 4 minutes de temps au début, mais ça allonge pas vraiment la durée opératoire. Mais est-ce que ce que vous évoquez sur le fait que la réalité augmentée ne marche plus au moment où l'organe devient déformé ou n'a plus la texture qu'il avait au départ, en fait, vous ne pensez pas que ça peut être corrigé simplement avec une 4e dimension qui est le temps, c'est-à-dire en obtenant des systèmes qui vont tellement plus vite que ce qu'on a actuellement, qu'ensuite, dans une immédiateté de quelques secondes, le système s'adaptera et vous recréera une nouvelle réalité correspondant à la vraie réalité qui n'était pas celle de 2 minutes avant. C'est sûr. Il faudrait qu'en fait, en permanence, ce soit en train que l'étape 2, là, qui est l'étape du modèle préopératoire, intraopératoire, il faudrait qu'en permanence, ce soit en train de se refaire. Donc c'est toujours le problème de la 4e dimension. C'est là que l'échographie très haute fréquence peut peut-être amener quelque chose, par exemple. Oui. Merci pour la présentation. J'ai été un peu choquée par le chiffre de 42% d'échecs de tumorectomie sans la navigation, alors que, enfin je dis navigation parce que c'est ma déformation de neuronavigation, mais sans le recalage et tout. Et donc en fait, je voulais juste savoir si c'était la même personne qui avait fait les chirurgies sur les reins et dans quel ordre ça avait été fait et s'il y avait eu une courbe de progression. Parce que j'imagine que moi, si on me demande de faire une tumorectomie sur un rein, juste à partir de l'IRM, je vais avoir besoin d'une courbe de progression. Et forcément, au début, je vais les rater. Alors que j'imagine qu'il y a beaucoup moins de courbes de progression quand il y a le recalage. Donc je voulais savoir si c'était, d'après vous, quelque chose qui pouvait rentrer en compte. Et si c'est pas justement, toujours le problème de ce genre de technique qui est en particulier utile pour des gens en début de chirurgie et qu'ensuite on apprend en fait au cours de l'apprentissage. Donc c'était les mêmes personnes qui faisaient toutes les procédures chirurgicales et qui s'étaient déjà entraînées avant, parce qu'avant de commencer le protocole, on a eu quand même quelques échecs. Donc on s'était déjà beaucoup entraîné en fait à faire les procédures.
Et après, on n'a pas fait toutes les procédures sans et toutes les procédures avec. En fait, on tirait au sort si on allait faire sans ou avec le logiciel, et c'était aléatoire en fait en fonction des jours, sur globalement les mêmes chirurgiens et des gens qui savaient déjà faire la procédure au début. Bon, je propose qu'on s'arrête là parce que c'est passionnant, on pourrait discuter tout le temps. Donc on a une petite pause café. Vous savez maintenant que c'est assez loin, et donc vous courez très vite pour revenir ici à temps.